Bonjour Stéphane Séjourné. Bonjour. C'est aujourd'hui que le projet de loi réformant les retraites arrive au Conseil des ministres. Réforme qui, si l'on en croit le président du COR, le Conseil d'orientation des retraites, n'est pas si indispensable que ça. Il l'a dit vendredi dernier, je le cite devant les députés, les dépenses des retraites ne dérapent pas, elles sont relativement maîtrisées. Est-ce qu'il vient de vous tirer une balle dans le pied ? Il parle des dépenses. Et dans un budget, il y a des dépenses et des recettes. Et vous voyez bien qu'il y a un problème démographique qui va arriver, avec plus de gens qui vont être à la retraite que de gens qui vont cotiser. Et donc ce trou va se faire en fonction du décalage entre les recettes et les dépenses. Alors il n'a pas totalement tort sur les dépenses qui restent à peu près stagnes, mais on aura un problème de recettes par le passé et donc la nécessité d'équilibrer notre système des retraites. C'est tout l'objectif du gouvernement aujourd'hui. Vous voyez le mal que peut faire cette déclaration dans le discours actuel de la majorité ? Non, je pense que finalement, il n'y a pas le feu au lac. Je pense qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre le projet du gouvernement et ce que vient de dire le président du corps devant la représentation nationale. Sauf qu'il y a une partie qui manque, c'est la partie effectivement recette. Et donc l'objectif est d'avoir un système équilibré. Je rappelle les pistes du gouvernement, y compris de la constitution du programme présidentiel. Il y avait l'objectif de cet équilibre de la réforme des retraites et il y avait la possibilité d'augmenter les pensions, éventuellement, d'augmenter l'âge de cotisation, c'est ce qui a été choisi, ou éventuellement de baisser les pensions. Et donc, effectivement, on a choisi d'avoir un système d'âge qui était, je pense, le plus juste. Stéphane Séjourné, l'opposition ne cesse de répéter que cette réforme elle n'est pas nécessaire et que vous souhaitez la mener simplement parce que c'est Bruxelles qui l'impose. Est-ce que c'était une condition pour toucher les 40 milliards du plan de relance européen ? Non, pas du tout. Et là-dessus, je voudrais vraiment être très très clair. Bruxelles n'a aucune compétence sur les réformes structurelles que pourrait mener aujourd'hui le gouvernement français. 2, il n'y a aucun document aujourd'hui qui est lié notamment aux 40 milliards. Vous faites référence au plan de relance français. On a touché aujourd'hui déjà à peu près 12 milliards d'euros sur les 40 milliards du plan de relance français. Sur les 12 milliards d'euros, il n'y a aucune contrepartie liée à la réforme des retraites. Il y a des recommandations systématiquement de la Commission. Mais elles ne sont pas obligatoires, c'est ça ? Mais elles ne sont pas contraignantes. Et donc, je voudrais qu'on fasse attention aux fake news et à ce que renvoie l'extrême gauche et l'extrême droite sur ces sujets-là. Évidemment, Bruxelles n'a aucune compétence en la matière et c'est un choix du gouvernement français présenté par le président de la République pendant la campagne présidentielle. Et donc, c'est bien logique que le gouvernement puisse présenter ce texte. Parmi les points qui fâchent dans cette réforme des retraites, Stéphane Séjourné, il y a l'âge, le report à 64 ans, mais aussi la durée de cotisation. Est-ce qu'il faut la plafonner à 43 ans pour éviter que ceux qui ont commencé à travailler tôt, 16, 17, 18, et qui ne sont pas dans les dispositifs carrière longue, ou même ceux qui ont commencé à 20 ans, n'aient besoin de cotiser 44 ans ? Est-ce qu'il faut plafonner ? Alors, il faudra bien regarder ces effets de seuil, parce qu'à chaque fois qu'on met des seuils, effectivement, il y a des effets de seuil. Mais il est sûr que déjà, le 16-18 ans aujourd'hui pouvaient aller jusqu'à 45 ans de cotisation d'annuité. Aujourd'hui, ça sera 44. Le débat parlementaire va regarder éventuellement ce que vous appelez communément les trous dans la raquette. Et donc, sujet par sujet, individu par individu, catégorie par catégorie, pour regarder s'il y a des inégalités flagrantes. Je pense que ça pourrait éventuellement faire l'objet de réflexion dans le débat parlementaire. Mais il y a quand même une ligne rouge à ça, c'est quand même l'équilibre de notre système. Et donc je pense que le Bruno Le Maire, que vous avez reçu d'ailleurs il n'y a pas longtemps sur ce plateau, vous l'avez déjà rappelé, on a un besoin d'équilibre de ce système pour éviter que ça soit le budget mais ici même sur de ce l'État plateau, qui vienne renflouer le système des retraites. Ici même sur ce plateau, Elisabeth Borne disait la ligne rouge, justement, c'est ne pas dépasser les 43 années de cotisation. Résultat, là, certains, avec votre réforme, vont devoir cotiser 44 ans. Encore une fois, est-ce que le parti présidentiel va se placer pendant le débat parlementaire pour un plafonnement des 43 ans ? Encore une fois, je vous le dis, je pense que c'est le Parlement qui décidera. Mais vous êtes président du parti, je vous demande ce que vont faire les députés. Dans le cadre, justement, de l'équilibre financier du système. Moi, je suis pas le spécialiste là économique, mais il faudra une étude d'impact pour voir si ça déséquilibre pas le projet du gouvernement, notamment sur le volet financier. Vos alliés, les députés du MoDem, suggèrent d'augmenter légèrement la durée du temps de travail, de passer de 35 heures à 35,5 pour, d'une part, augmenter un peu les salaires et de l'autre, augmenter les cotisations qui financent en partie le système des retraites. Ça rapporterait quasiment 2 milliards par an. C'est ce que dit le MoDem. Là aussi, en cours d'examen à l'Assemblée, est-ce que vous dites oui si le MoDem le dépose ? Je pense qu'il y a deux sujets. Il ne faut pas confondre tous les sujets et rajouter tous les débats
dans ce texte. La proposition du gouvernement, c'est l'équilibre du système et la résolution des injustices liées au système actuel. Et donc, je vous le dirai, mais je pense, avec l'étude d'impact qui est sortie notamment du gouvernement, on voit bien que le système est beaucoup plus juste aujourd'hui. Et il y a un deuxième débat. Le système est plus juste et rapporte plus pour ceux qui pourront conserver leur emploi jusqu'à 64 ans. Et c'est pour la petite astérisque. Pour les pensions, notamment les 40% des retraités aujourd'hui qui sont les moins favorisés par le système actuel. Donc, uniquement pour ceux qui pourront pousser jusqu'à 64. Plus répartiteur. Et beaucoup plus péréquation en termes de péréquation. Sur la durée Je reviens sur la durée du temps de travail. Sur la durée du temps de travail, je pense qu'il y a vraiment une réflexion à mener sur, y compris ce qui est être un actif aujourd'hui au XXIe siècle. Et donc sur la durée du temps de travail, sur le droit du travail, on voit bien d'ailleurs dans les manifestations que certaines réactions et commentaires des manifestants est liées aussi à l'anxiété, au manque de sens du travail, et il y a beaucoup de réflexions autour de ça. Je pense que c'est un débat légitime qu'on doit avoir, mais c'est un débat qui n'est pas le débat qu'a posé aujourd'hui le gouvernement. Donc si vos alliés du MoDem déposent un amendement en ce sens... Je pense que le débat est totalement légitime. Il faudra avoir cette réflexion qui, à mon avis, est beaucoup plus large que le temps de travail. Avec le télétravail, avec la crise Covid, on voit bien que, y compris le fait de pointer, nos grands-parents, nos parents pointaient avec un nombre d'heures, le contrat de travail, le CDD et le CDI fait mention d'un taux horaire. Aujourd'hui, est-ce que ça a du sens pour un certain nombre de métiers ? Tout ça est une réflexion politique qui est très intéressante, mais qui doit être menée dans un autre cadre que la question aujourd'hui qui est posée par le gouvernement, qui est la réforme des retraites. Stéphane Séjourné, patron du parti présidentiel Renaissance, est l'invité de France Info jusqu'à 9h. Il est 8h40, le fil info avec Maureen Suignard. Un compte à rebours pour les militaires français au Burkina Faso. Le pays leur demande de partir d'ici un mois. 400 forces spéciales sont positionnées pour lutter contre les groupes terroristes. Emmanuel Macron demande des clarifications sur la question. Invité de France Info ce matin, Olivier Faure affirme que les résultats sont incontestables. Selon la direction du parti, le premier secrétaire du PS sortant est réélu. Olivier Faure réfute l'existence de fraudes massives, comme le dénonce son adversaire, le maire de Rouen, Nicolas Meyer-Rossignol. Plus d'une Française sur 3 affirme avoir déjà vécu un rapport sexuel sous la contrainte. Résultat d'une étude publiée ce matin pour le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. On apprend aussi que les hommes de 25 à 34 ans sont moins sensibles aux situations sexistes que leurs aînés. Grosse déception pour Caroline Garcia la nuit dernière. La joueuse de tennis française est éliminée en 8e de finale de l'Open d'Australie. 4e mondiale, elle était pourtant l'une des favorites du tournoi. La Polonaise Magdalinette s'impose 6-7-6, 6-4. France Info. Le 8-30 France Info, Salia Brakia, Marc Fauvel. Toujours avec Stéphane Séjourné, le secrétaire général du parti présidentiel Renaissance. Le texte sur la réforme des retraites va donc être débattu à l'Assemblée à partir du 6 février. 20 jours d'examen maximum et un possible recours aux ordonnances donc à l'Assemblée. C'est pour clore le débat le plus vite possible ? Faut aller vite ? Non, je pense qu'on a 20 jours de débat, 50 jours en tout. C'est les textes financiers qui sont encadrés notamment par la Constitution. C'est le véhicule législatif et ça doit permettre que vous avez aussi choisi de mettre tout le monde face à ses responsabilités et ses contradictions aussi. J'ai entendu les oppositions nous dire qu'ils allaient déposer des milliers d'amendements. Il y a un risque de ne pas aller au bout de la discussion s'il y a de l'obstruction parlementaire. Et donc, il y aura un intérêt d'avoir un débat serein, un débat qui est sans obstruction, mais surtout un débat qui va au bout des sujets. Et donc, ça mettra aussi tout le monde devant ses responsabilités. Je pense que 50 jours de débat au Parlement, avec des amendements, un gouvernement mobilisé, des parlementaires présents qui posent les bonnes questions, des trous dans la raquette, comme j'évoquais en première partie, qui sont résolus. Je pense que c'est aussi ça la démocratie. Il y a eu le temps des syndicats pendant des mois. Le président de la République a d'ailleurs décalé le dépôt en Conseil des ministres qui intervient aujourd'hui du texte à plus tard pour permettre ce temps de discussion avec les syndicats. Et là, il y aura un temps parlementaire. Je pense que c'est assez logique. Est-ce que vos députés auront le droit de voter contre la réforme ? Je pense que nos députés ont le droit d'abord d'améliorer la réforme. Le président l'a vous avez entendu dit. certains, il y en a une demi-douzaine aujourd'hui, qui disent pour l'instant on vote contre. Est-ce qu'ils ont le droit de le faire ou est-ce que de fait ils quitteraient la majorité s'ils le font ? Je ne vais pas me mettre dans la position où déjà nos parlementaires qui ont fait campagne pour le président de la République et pour le programme du président de la République dans le cadre de leurs élections législatives et donc ont intégré cette question-là des retraites dans leur programme, voteraient contre le texte.
C'est eux qui le disent aujourd'hui. Hein. Oui. Je crois que déjà, nos parlementaires prendront toute leur part dans l'amélioration. Non, mais vous avez parlé à ceux qui disent officiellement, donc, publiquement, non, moi je ne vais pas la voter cette réforme. Je n'ai pas vu dans les parlementaires des gens qui diront je ne la voterai pas. J'ai entendu des parlementaires qui disaient qu'il fallait améliorer le texte. En l'état, je ne la voterai pas. Barbara Pompili a dit ça, par exemple. Je pense que Barbara Pompili est totalement légitime à proposer également des dispositions qui vont améliorer le texte. Bon, il n'y aura pas de sanctions prévues en tout cas pour l'instant. À ce stade, je souhaite que nos parlementaires fassent leur rôle et organisent notamment le débat parlementaire au mieux possible. Plus d'1 million de Français dans la rue la semaine dernière, selon le ministère de l'Intérieur. Il était 2 millions selon les syndicats. D'ailleurs, les syndicats qui ont annoncé une nouvelle journée de mobilisation le 31 janvier. Et Philippe Martinez de la CGT qui évoque aussi la possibilité de mobiliser ses troupes pendant les vacances d'hiver. Est-ce que vous avez peur que ça dure ? En tout cas, il y a eu une bonne mobilisation, une grande mobilisation, c'est indéniable dans la première manifestation. Il faudra regarder par la suite. Il y a un gros travail de pédagogie qui va être réalisé notamment sur l'effet plus juste de cette réforme par rapport au système actuel pour aussi convaincre les uns et les autres, les jeunes générations, mais aussi ceux qui sont proches de la retraite. On verra bien dans les différents événements que préveront les syndicats, mais maintenant c'est le temps du Parlement. Il y a une bonne mobilisation, mais ça ne changera rien au fond de la réforme. Et le temps du Parlement est aussi un temps démocratique. Et donc le droit de manifester est constitutionnel, le droit de faire des grèves est constitutionnel, mais le devoir des parlementaires, c'est d'étudier le texte, de le voter. Ils ont été élus pour ça, et notamment le gouvernement avait fait des présentations de ce texte de manière légitime. Si ça bloque dans la rue, Stéphane Séjourné, est-ce qu'il faudra en passer par une consultation des Français, par un référendum ? Oui, j'ai vu cette proposition du Front National. Du Parti Socialiste aussi. Moi, je pense que cette question aurait été légitime si elle n'avait pas fait partie du débat, notamment de la présidentielle. Je crois que la question des retraites est une question qui est surdimensionnée dans le débat politique depuis maintenant quelques années et donc occupe énormément de débats dans la présidentielle. La question est trop compliquée pour qu'on vote l'ensemble du débat présidentiel. On en a parlé là bien avant dans la négociation avec les syndicats. On en parlera pendant le débat parlementaire. Et donc je pense qu'il n'y a pas de défaut de discussion ou de débat public autour de cette question. S'il n'y avait pas eu ce débat pendant la présidentielle ou si éventuellement le président de la République l'avait même annoncé en tant que tel avant, il y aurait peut-être eu la question se serait posée. Mais vous entendez tous les électeurs de gauche qui disent on a voté Macron pour faire barrage, on n'a pas voté Macron pour la réforme. Oui. Et qu'Emmanuel Macron, à peine élu, a dit ce résultat m'oblige. C'est la première réforme des retraites qui est présentée de manière totalement transparente pendant une élection. Généralement, l'ensemble des projets de réforme des retraites n'ont jamais été discutés pendant les élections présidentielles et sont arrivés après par les gouvernements successifs comme étant des projets qui n'avaient pas été proposés dans les programmes des candidats. Et je pense que ça a de la valeur. Ça a de la valeur politique. Et donc, en République, en démocratie, je pense que ce point-là est important. Et nous, en tout cas, on est légitime à le mettre en avant. Pourquoi est-ce que Matignon interdit à ses ministres de débattre avec Philippe Martinez de la CGT ou avec Laurent Berger de la CFDT ? Je ne vais pas me prononcer à la place de Matignon, mais... Je vais vous poser la question autrement. Si vous, là, on vous proposait tout de suite un débat, par exemple avec Laurent Berger, vous diriez oui, non, ou je dois d'abord avoir le feu vert de Matignon ? Non, je pense que je peux avoir un débat avec les forces politiques aujourd'hui. Mais pas avec les syndicats. Du Parlement et des forces politiques. Il y a eu un débat avec les syndicats. Il a même été prolongé. Je vous le dis, le président de la République a même décalé le dépôt de ce texte en Conseil des ministres. Mais vous ne pensez pas que ce débat, on peut l'avoir publiquement aujourd'hui ? Avoir un débat avec les syndicats, une concertation avec les syndicats. Je pense que le temps des syndicats a été largement construit. D'ailleurs, la position est très claire. C'est le retrait du texte aujourd'hui. Et donc, le retrait du texte, c'est la position des syndicats. Il n'y a plus rien à négocier avec les syndicats, désormais c'est au Parlement. Avec les parlementaires et les forces politiques. 11 mois de guerre en Ukraine. Hier, Emmanuel Macron a rappelé sa détermination sans faille à soutenir les Ukrainiens. Pourtant, à ses côtés, Olaf Scholz, le chancelier allemand, a rappelé son refus pour le moment de livrer des chars lourds de combat. Est-ce qu'il a tort ? Moi, je suis pour qu'on aille loin. C'est la position aussi de mon groupe au Parlement européen. On a eu ce débat-là pendant la session plénière à Strasbourg la semaine dernière. Mais les Allemands bloquent. Je pense qu'il y a plusieurs sujets. Il y a un sujet qui est technique et qu'il faut lever. C'est-à-dire qu'autour d'un char,
Ce que nous disent les experts militaires, c'est qu'il y a besoin de plusieurs dizaines, voire des fois des centaines de personnes pour la maintenance de ces chars. C'est des engins de technologie. Et donc, il faut voir derrière quel est l'appui même technologique, l'appui de maintenance que peuvent opérer les armées allemandes, françaises, anglaises qui veulent donner du matériel militaire de ce type. Et puis, il y a une question plus politique et plus philosophique. Est-ce qu'on va un peu plus dans l'offensif ? Aujourd'hui, c'est cette question-là politique qui bloque en Allemagne. La peur d'une escalade en tout cas, le fait d'avoir du matériel militaire offensif sur le terrain pose pour certains un certain nombre de questions qui sont assez légitimes. Mais on est dans une aide aujourd'hui à l'Ukraine qui nécessite, en tout cas pour ce qui est du côté ukrainien, plus de matériel militaire s'ils veulent faire face notamment à une contre-offensive qui est... Clairement, on a peur d'être considérés comme des co-belligérants par Vladimir Poutine ? Oui, il y a toujours cette crainte, mais si la Russie avait décidé déjà, je pense, de nous montrer du doigt comme des co-belligérants, il l'aurait probablement déjà fait. Stéphane Séjourné, est-ce qu'on attend que les Allemands envoient leurs chars de combat pour envoyer aussi, nous, des chars Leclerc ? Non, est-ce que c'est dû tout le monde ensemble ou personne ? Je pense qu'on essaye de le faire à 27, voire même avec la coordination de l'OTAN et des États-Unis, justement pour se protéger et justement pour avoir... une réaction internationale et pas une... Ça veut dire que si les Allemands ne le font pas, on n'ira pas tout seul non plus. Je pense que les Allemands attendent une décision. Alors les Allemands, eux, ils attendent les Allemands, ils attendent les Américains. Également les Américains. Les Polonais attendent les Allemands parce qu'eux-mêmes ont des chars allemands, et nous, donc, on attend les Allemands qui attendent les Américains. Aujourd'hui, la concertation, elle est liée. Aujourd'hui, la concertation, elle est à la fois au sein de l'Union européenne, à la fois au sein de l'OTAN, en coordination. Et moi, en tout cas, je pousse pour qu'on envoie plus de matériel militaire. 8h50, le fil info avec Maureen Suner. On poursuit avec vous, Stéphane Séjourné, dans un instant. Des chars de combat seront-ils bientôt livrés à Kiev par la Pologne ? La ministre allemande des Affaires étrangères affirme que son pays ne s'y opposera pas. La France étudie la question de la livraison de chars Leclerc. Livraison possible si cela n'entraîne pas une escalade du conflit avec la Russie, indique le président français. Le jour J pour la présentation du projet de la réforme des retraites en Conseil des ministres. Il est officiellement dévoilé ce matin. Le projet de loi répond aux inquiétudes de la population, assure ce matin le ministre du Travail, notamment sur la prise en compte de la pénibilité et des carrières longues, dit Olivier Dussopt. Un homme tué par balle à Marseille la nuit dernière, meurtre commis à la Belle de Mai dans le 3e arrondissement. C'est le 2e mort par arme à feu dans la ville depuis le début de l'année. La suite des 16e de finale de la Coupe de France de football, qualification de Lille, Auxerre, Lens ou encore Nantes hier ce soir à 20h45. Le club du Nord qui évolue en Régionale 1, l'US Pays de Cassel, affronte le Paris Saint-Germain. France Info. Le 8-30 France Info, Salia Braquia, Marc Fauvel. Avec Stéphane Séjourné, secrétaire général du parti présidentiel Renaissance et chef de file du groupe Renew au Parlement européen. Depuis plusieurs mois, il y a de l'eau dans le gaz entre la France et l'Allemagne pour plusieurs sujets, notamment celui du marché européen de l'électricité. Pas d'annonce hier à l'issue du sommet franco-allemand. Clairement, on est impuissant face aux Allemands. On n'arrive pas à faire réformer ce marché pour découpler le prix du gaz de l'électricité, de celui de l'électricité. Il faut voir que le modèle de production industrielle allemand est en train de s'effondrer sur ses bases. Et donc, il était basé sur un gaz russe pas cher et presque totalement illimité, des débouchés chinoises qui se sont raréfiés avec la crise Covid, et une main-d'œuvre polonaise et notamment de République tchèque qui était pas chère. Et ça, c'était le modèle allemand sur lequel était basée l'industrie, et ces trois facteurs sont en train de s'effondrer. Et donc, effectivement, la production d'électricité a été un des éléments de la compétitivité industrielle allemande et aussi de la compétitivité industrielle française, puisqu'il y a un plan industrie qui a été présenté par le gouvernement déjà à l'ancien mandat, et puis il y a une volonté de souveraineté et de remettre des industries un peu partout en Europe. Mais là, avec la guerre, tout est remis en cause. Et donc tout est remis en cause, et notamment le modèle énergétique européen. Je dis ça pour bien vous expliquer dans quelle situation on est avec vous comprenez les arguments des Allemands et le fait qu'on n'arrive pas à les faire bouger. Alors, on n'arrive pas à les faire bouger. Il va falloir déjà qu'on ait une production d'électricité qui commence à se normaliser, et donc une production d'électricité qui soit peu carbonée, qui soit notamment sur les éoliennes, sur les panneaux photovoltaïques, et puis
qu'on arrive à découpler le prix du gaz et le prix de l'électricité. Parce qu'aujourd'hui, ça fait des mois qu'on entend Bruno Le Maire se battre sur ce sujet. Le dernier kilowattheure est calculé par rapport au prix du gaz qui fabrique le prix de l'électricité. Et donc, c'est notamment le modèle allemand qui veut ça. On a bénéficié pendant tout un temps avec un prix du kilowattheure qui était très peu cher lié à ce calcul-là. C'est plus vrai avec la guerre en Ukraine. L'Allemagne dit et non. donc, ça nous fait décoller le prix de l'électricité partout en Europe. L'Allemagne dit non. Comment on va y arriver? Et bien là, c'est pour ça qu'il y a des discussions. On en parle. Des discussions et on en parle. Il y aura une réforme qui sera probablement proposée par la Commission européenne sur le marché de l'énergie. Elle devrait en tout cas venir dans pas longtemps au Parlement européen et être notamment discutée par les chefs d'État et de gouvernement au Conseil. Et je souhaite qu'on puisse avancer rapidement. Il y a encore des réticences, mais il faut que les Allemands avancent aussi sur un modèle énergétique qui est différent et qui n'est pas uniquement lié à la production et à l'importation de gaz. Alors il y a aussi ce qui se passe aux États-Unis. Joe Biden a mis des centaines de milliards de dollars sur la table dans le cadre de son plan climat pour subventionner massivement les industries qui produisent sur le sol américain. Est-ce que l'Europe doit faire la même chose, quitte à se lancer dans une guerre commerciale avec notre allié? Non, il n'y aura pas de guerre commerciale, mais en tout cas, il faut une réponse européenne. Ça, c'est une évidence. Elle a été d'ailleurs annoncée par la présidente de la Commission. Il y a un texte qui va venir autour du mois d'avril-mars au Parlement européen avec la volonté de voter des mesures qui répondent au protectionnisme américain. Donc on va subventionner massivement aussi notre industrie automobile qui produit de l'électrique, par exemple. Aujourd'hui, il y a à peu près 2% du PIB des États-Unis qui est mis en subvention pour les entreprises innovantes et pour les inciter à s'installer aux États-Unis. En Europe, on a à peu près l'équivalent en plan de relance européen qui n'a pas été encore dépensé. Donc on a encore beaucoup d'argent dans les caisses, j'ai envie de dire, pour pouvoir justement redéployer cet argent et faire en sorte que nos industries ne se délocalisent pas et qu'on ne perde pas d'emplois. Donc ça, c'est le premier volet financier. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on les subventionne, qu'on leur baisse leurs impôts? Alors, il y aura... Comment ça va se passer? Comment vous allez convaincre un industriel de ne pas aller déménager de l'autre côté de l'Atlantique? Pour les États membres de faire des aides d'État un peu plus supérieures. Donc on va alléger les aides d'État. Et puis il y aura les capacités d'avoir du financement direct pour implanter des nouvelles industries en Europe. Ça, c'est le premier point de financement. Il y a un deuxième point qui est le point de facilitation. Et donc, aujourd'hui, pour faire un plan hydrogène, il nous faut presque 3 ans. Donc, c'est plus possible. Il y a 90% des panneaux photovoltaïques qui sont produits en Chine. C'est plus possible non plus. Et donc, il faudra probablement simplifier la bureaucratie européenne. Et donc, l'Europe s'engage à simplifier pour l'octroi des permis, des subventions. Et donc, il y a un grand plan de simplification qui sera proposé par la Commission pour justement permettre aux entreprises d'aller plus vite dans l'implantation au niveau européen. Tout ça sera voté normalement avant l'été et donc sera une réponse de l'Europe aux États-Unis. Stéphane Séjourné, vous êtes lancé dans un combat concernant le timbre rouge. Vous avez écrit au patron de la Poste pour lui demander de revenir sur la suppression du timbre. Est-ce qu'il vous a répondu? Oui, je devrais d'ailleurs le rencontrer cette semaine, je crois. Ce qui était inquiétant, en tout cas pour nous au parti, c'était peut-être d'avoir une difficulté sur les tournées quotidiennes de la Poste. On sait très bien qu'un certain nombre, notamment de personnes âgées, ne voient que le facteur de manière quotidienne. La Poste va expérimenter la suppression de certains jours de tournée. Exactement, il faudra avoir des garanties sur ce point-là. C'est pour ça que j'ai souhaité écrire au patron de la Poste et puis avoir un rendez-vous avec lui pour qu'il puisse aussi garantir ce service public. On parle d'une entreprise... C'est important dans la période où on parle notamment de la solitude, de la retraite, et donc il ne faut pas rajouter d'autres facteurs irritants. On parle d'une entreprise, Stéphane Séjourné, pour les uns et les autres. On parle d'une entreprise qui est 100% publique. Oui. Pourquoi ce n'est pas le ministre de l'économie qui s'occupe de ça? Je pense que c'est aussi le rôle de la majorité d'alerter sur ces points. On nous a souvent reproché le fait que les parlementaires ou le parti étaient godillots ou ne bougeaient pas un sourcil avant que le gouvernement bouge. Moi, je souhaite que mon parti aussi prenne des initiatives. Mais l'objectif, c'est que la Poste renonce à cette suppression ou remette des tournées partout? Mon objectif, c'est qu'il y ait des garanties sur la tournée quotidienne du facteur, notamment dans les zones rurales. Oui, mais c'est très en lien, puisque le timbre rouge... permettait ça, et donc je veux des garanties, et donc je pense que la Poste peut nous les avoir.
Merci à vous Stéphane Séjourné, secrétaire général de Renaissance, invité ce matin de France Info. Dans 2 minutes le journal.